Bonjour à tous. Dobro uto, on dit en russe. On ne sait pas dire grand chose parce qu'en fait on n'y est pas resté très longtemps, hein. On a juste fait un transit. La Russie c'est bien, mais mon Dieu que c'est difficile d'y rentrer. En fait, Il y avait deux hein, solutions c'est ça. pour aller au Kazakhstan. Soit on passait par la mer Caspienne. On le savait depuis le début. Ah non, on ne savait pas depuis le début. On a hésité, Manu. Sauf que le bateau pour traverser la mer Caspienne, C'est comme la mer Noire. Il y a trois solutions, au nord, au sud, au milieu. oui, je suis d'accord. Bah, Alors heureusement. vas-y. Au sud, on pouvait pas. Au sud, on pouvait, mais c'était l'Iran, et non pas la Turquie cette fois, au sud de la mer Caspienne. Et l'Iran, pourquoi on ne voulait pas y aller c'est pas qu'on est iranophobe, c'est que, On va y aller. voilà, on le garde pour le retour de la boucle. Par-dessus, c'était difficile, hein, parce que ça supposait un passage par l'Azerbaïdjan, qui est rendu très pénible par les formalités, pas strictement impossible, mais c'était encore pire apparemment de ce qu'on pouvait comprendre que de passer par la Russie. Ouais, pour l'instant, on ne peut pas traverser l'Azerbaïdjan en voiture. On est obligé de le mettre sur un camion. Sur une remorqueuse, hein, qui nous l'amène à Bakou, et à ce moment-là, on peut ensuite prendre un vol, retourner à Tbilissi pour prendre un vol, et attendre le camion pendant longtemps. Et ensuite, il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur le bateau qui fait la traversée. Un peu compliqué, un peu coûteux. Apparemment plus compliqué encore que de passer par la Russie. Donc, bon, après avoir un peu étudié la question des différentes possibilités, on a décidé de passer par la Russie. Et ayant pris cette décision, en fait, il y avait une conséquence opérationnelle immédiate quand on est entré en Géorgie. C'est que dès notre arrivée à Tbilissi, en fait, dès notre arrivée à la frontière géorgienne, parce qu'on est allé aussitôt à Tbilissi pour cette raison, on s'est précipité à l'agence qui a le monopole de la délivrance des visas. On n'est pas directement l'ambassade russe, c'est une agence qui est C'est le Visa Center. de Tbilissi qu'on a fini par très bien connaître. Et on a connu non seulement le centre, les personnes qui y travaillent, mais aussi les clients, entre guillemets, du moins les personnes qui se trouvaient dans une situation comparable à la nôtre. On est tout de suite tombé dessus, c'est comme si on s'était donné rendez-vous. Et on est tombé sur un certain nombre de personnes qui étaient dans un assez grand désarroi, parce que certaines d'entre elles avaient déjà fait l'expérience d'un échec de la traversée de la frontière. Et on s'est rendu compte que non seulement c'était compliqué, mais c'était encore plus compliqué qu'on aurait imaginé. Oh, c'était vraiment, vraiment lourdingue. Franchement, alors ils demandent à ce que tous nos documents soient traduits en géorgien et en russe. Pour ça, il faut qu'on se rende chez un traducteur officiel. Donc qui traduit, donc il lui faut au moins une journée. Donc on paye. Alors que ce sont toujours les mêmes documents qui sont traduits, puisqu'il s'agit juste de la traduction Ah oui. des passeports et des permis de conduire. Ensuite, on les ramène. Il suffit qu'ils oublient un tampon, ce qui est arrivé dans notre cas. On retourne à 20 minutes en courant. On revient. Enfin, et en plus, c'était le week-end de Pâques et tout était fermé. Donc, il a fallu attendre. En plus, les délais de délivrance sont très longs. Ils sont très longs normalement, mais là, comme on était handicapé par une semaine de vacances, ils s'étendaient à une douzaine de jours d'attente sans rien en fait d'autre qu'un délai qui courait, qui était inutile pour nous, puisque en fait tout aurait pu être traité électroniquement. C'était vraiment une sorte de lourdeur administrative incompréhensible, et on a à tel point qu'on a hésité à renvoyer nos passeports en France par DHL pour les faire traiter, et on l'aurait fait si ça n'avait pas été aussi compliqué en France, du fait que le consulat russe en France fermait pour 15 jours entiers, 15 jours sans aucune activité pour la délivrance des visas, pour les mêmes raisons de vacances de Pâques. Donc on était coincés, on était tous dans le même cas, tout le monde essayait de trouver une solution, il y en avait pas. Extrêmement désappointés d'ailleurs. Beaucoup hésitaient, reconsidéraient pratiquement leur plan de voyage à cause de ça. C'était un vrai handicap administratif, le plus important qu'on ait eu en fait jusqu'à présent. Oui, après il y a eu le passage aux frontières quand même.
Bien sûr, mais on va dire au sens administratif du terme, c'était le plus gros obstacle. Donc c'est pour ça aussi qu'on a passé plus de temps que prévu en Géorgie, malgré une météo qui s'y prêtait pas du tout, et qu'on a pu faire les balades qu'on a faites et qu'on vous a expliqué sur les 2 dernières vidéos. Mais là, on va se concentrer sur ce passage en Russie qui nous a pris que 3 jours, tout simplement parce que les 72 heures et pas une de plus, c'était le temps qui nous était imparti sur le territoire C'est russe. pour ça qu'on essayait de se regrouper, parce qu'il ne s'agissait pas d'avoir un problème mécanique, par exemple, puisque là, il n'y a aucune tolérance, hein, il n'y a pas une minute de plus, c'est 72 heures, point. Si on a une minute de retard, c'est retour en Géorgie. Donc on avait plus ou moins décidé de se suivre, ce qu'on a fait à peu près, c'est-à-dire qu'on se retrouvait pour les bivouacs le soir, et puis la journée, chacun vivait à peu près sa vie, sauf avec Émilie et Julien, avec qui on a partagé la plupart du temps. On a remplacé Christian et Coco, nos amis suisses, par Émilie et On a Julien. changé de Suisse. On a changé de Suisse et alors c'est vrai que c'était semi-formel, on avait des points comme ça intermittents de rencontres et d'autres où on avait plus de liberté. Nous-mêmes, on a pris un peu plus de liberté juste avant de passer la frontière. On s'est autorisé à aller visiter un très beau monastère. Et c'était, à mon avis, une bonne décision. Donc la veille, on voyait venir cette date de passage pour nous, donc on avait plus ou moins décidé de passer 2 nuits en fait, pour ne pas perdre la moindre heure de nos précieuses 72 heures, de transit. Et donc on s'était regroupé, on va dire, la veille, dans la journée, dans l'après-midi ou dans la soirée, pour se faire. Et nous, dans la même journée, on a visité ce très beau monastère sur lequel on a eu de très belles possibilités aussi de plans de drone. Et puis, on s'est effectivement regroupé progressivement, fait un dernier plein, essayé de terminer notre argent géorgien. Et puis, on s'est retrouvé là, dans la soirée et même dans la nuit, en fait, dans une sorte de défilé de gorge qui était toute proche de la frontière Ah non, russe. toute la journée, ça était hyper belle cette route. Ah oui, 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 bien sûr. Pardon, Ah, on oui, peut c'est pas une des plus oublier ça. belles routes qu'on ait fait, je crois. C'est vrai. On a traversé le Caucase. Et le Caucase, c'est une chaîne de montagnes qui ressemble aux Pyrénées survitaminées, de mon point de vue. C'est-à-dire que Non, c'est vraiment très beau. c'est une chaîne assez rectiligne. D'ailleurs, on la voit à partir des plaines, même de Vachelovanie, on voit le Caucase de loin, et on voit bien le côté rectiligne. C'est très haut, puisque ça monte à plus de 5000 mètres, et ça s'étend entre 2 mers, puisque ça s'étend entre la mer Noire et la mer Caspienne, donc un peu comme la chaîne des Pyrénées qui sépare la péninsule ibérique, en fait, entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Donc il y a pour moi, c'est un peu le même genre de chaîne de montagne, sauf que c'est plus haut, plus vaste. Et à cette saison, ben, il y a encore beaucoup de neige. Et donc, nous, on était très concentrés en fait sur l'arrivée à la frontière russe, mais ça ne nous a pas empêché d'admirer ces très belles montagnes. On est passé par l'un des seuls cols qui était ouvert de toute manière à cette époque, et quelques semaines avant Qui était d'ailleurs, enneigé 15 jours avant. qui était très enneigé. Et non seulement il y a des problèmes de neige, mais il peut y avoir des problèmes d'éboulement en fait, des problèmes de glissement de terrain qui peuvent bloquer la route. Et ça, c'est aussi une grande crainte, parce que si on n'atteint pas la frontière russe en temps et en heure, et ben, en fait, il n'y a aucune souplesse sur la gestion du visa, et on peut être simplement obligé de rebrousser chemin. Là, la saison avait suffisamment avancé pour que ce ne soit pas le cas. Donc on est bel et bien arrivé de nuit à l'endroit qui était prévu pour Alors un passage. toi, t'en as jamais assez. Tout le monde était installé depuis un moment, mais t'as voulu encore aller voir une église qui était très très haute. Oui, alors on est allé la voir, celle-là, et d'ailleurs c'était un Non, bon choix. on n'est pas monté tout en haut. On n'est pas monté tout en haut, on s'est contenté de Manu, ça. si on l'arrêtait pas, enfin, c'était prendre des risques avec Oscar mécanique. J'aime bien les monastères géorgiens perchés sur les montagnes. D'ailleurs, le dernier qu'on a vu, c'était Mais c'était très beau, sauf que si on avait eu un souci mécanique, on passait pas la frontière. On l'a vu avec des ombres chinois. Les pentes de la chaîne du Caucase sont asymétriques. C'est raide à monter côté géorgien, et ensuite, en fait, on passe le col avant d'arriver à la frontière russe. La frontière russe est déjà à quelques centaines de mètres plus bas, et ensuite c'est de la pente douce. Donc en fait aussi, la conséquence, c'est que les paysages sont beaucoup plus beaux
côté géorgien. Et notamment, il y a des très beaux virages qui offrent des perspectives majestueuses. Et il y a des monuments, enfin au moins un très grand monument qui permet d'avoir une vue étendue sur le Caucase, auquel on s'arrête volontiers, parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on a fait le plus dur mécaniquement. Et donc ça, c'était vraiment déjà une très belle entrée en matière. Ah, par contre, quel contraste avec la suite, qui s'apparente à l'horreur des passages de douane les plus pénibles. C'est le plus pénible de notre histoire. On a Après, battu notre record. c'est notre histoire. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont passés en 4 heures et que tout s'est très bien passé. Nous, ça a été excessivement éprouvant. On est arrivé, on pensait que de passer la nuit, ce serait mieux. Du coup, on s'était garé juste avant la frontière. Et on avait tous rejoint nos voitures pour se reposer un moment, en se disant qu'on imaginait que la nuit allait être courte, donc pas forcément dormir, mais rester au calme. Il y avait une vraie difficulté à définir déjà un moment de départ. On n'était pas tous d'accord à une heure près, puisque même si on avait l'idée de passer la frontière dès que commençait le décompte de nos 72 heures, on ne savait pas, parce qu'on imaginait, et c'était le cas effectivement, qu'on allait se retrouver dans une file d'attente dont on était incapable d'estimer la durée. Et on ne voulait pas non plus risquer d'arriver avant l'heure impartie, sous peine d'être renvoyé, parce on sait qu'il n'y a aucune flexibilité côté russe. Donc on avait défini qu'on passerait peut-être à peu près 1 heure dans la file d'attente et qu'il faudrait être entre 10h, 11h, minuit à l'entrée de la file d'attente pour être à minuit pile au poste de douane russe. Effectivement, les jeunes sont partis un peu plus tôt que nous. Ils sont partis à 9h30 et nous, on avait dit qu'on partirait à 11h. On est parti à 10h30. On n'a pas dormi, mais on s'est forcé, on s'est allongé. Et on est arrivé à la douane. Donc, comme prévu, il y avait une très très grande queue avec les incivilités routières qui sont de normes ici, c'est-à-dire dépassement par la droite, frôler les voitures, quitte à se rentrer dedans. C'est-à-dire que les fils ne sont pas très clairement définis. Du moins, il y a par exemple 2 voies, dont une seule est employée, mais certains s'autorisent à employer la deuxième voie, ce qui est en principe interdit. Non, mais là, il y avait des rubalises, et ils ont enlevé les rubalises. Oui, alors on ne comprenait pas, les officiels ne participaient nullement à l'organisation, donc on comprenait, voilà, on était livrés à nous-mêmes. Donc c'est la loi du plus fort en fait qui s'impose, au grand désarroi d'ailleurs des Suisses qui cherchaient à comprendre l'organisation. Nous, Français, on était dans une situation intermédiaire, on est un peu habitué au système D quand même. Quoi qu'il en soit, on est arrivé, c'était pas le plus difficile, c'était juste une queue qui était anarchique et longue. On est arrivé, on a été reçu par une douanière qui au premier abord était très froide. Et puis je trouve qu'elle s'est déridée un petit peu, elle a dit bon, vous avancez, vous allez au contrôle du véhicule et vous revenez me voir, il y aura un interrogatoire, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Toute personne qui rentre pour la première fois en Russie a un interrogatoire. Ok, très bien. Donc on est allé à la fouille du véhicule qui a été très facile. Ils ont ouvert les placards pour dire qu'ils ouvraient les placards. Elle nous a fait descendre le linge de nuit pour voir derrière le lit. Bon, jusque-là tout allait bien. Et puis elle nous a dit, bon, vous retournez voir la douanière. Si vous avez un problème de compréhension, vous revenez me voir. Et puis vous allez à l'interview, puis vous allez chercher un petit ticket à la guérite là-bas. Ça s'annonçait très bien et pas très long finalement. Donc on est retourné à la douanière, voir la douanière qui nous a conduits dans une salle d'interrogatoire. Là, nous sommes restés, je pense, 1 heure, 1h30. Ouais, à peu près. À patienter, à être reçus, à utiliser les traducteurs pour se comprendre. Les 2 douaniers étaient très gentils, il faut dire. Ils nous ont posé des questions qui nous semblent normales. À l'un et à l'autre. Quoique largement inutile, en gros. Qui ne servent à rien. Nous redemander pour la énième fois si on est né à Belfort ou à Bourges, alors que ça figure sur le passeport et que eux, ils vont mettre 1/4 d'heure à retranscrire avec 2 doigts sur leur clavier, c'est en cyrillique. Enfin, c'est tellement ridicule. D'autant plus qu'on a fait la procédure antérieurement pour demander le visa, quoi. Enfin, c'est d'une inefficacité dramatique. Quand on songe aux enjeux réels des contrôles des douanes. Et puis ils nous ont dit, bon bah maintenant vous nous donnez vos téléphones. Donc on a donné les téléphones. Et ils sont partis pendant 1 heure avec nos téléphones. Ils sont partis pendant 1 heure avec nos téléphones. Ils sont rentrés dans les téléphones, ils ont demandé nos mots de passe.
Ils ont noté sur un petit post-it. Et ensuite, ils ont fait ce qu'ils ont voulu pendant 1 heure. Bon, ils ont largement le temps de copier l'intégralité des Ouais. données du téléphone et d'avoir tous nos mots de passe, d'avoir toutes nos conversations privées, et ainsi de suite. On n'a pas eu de questions politiques. Parce que certains avaient eu des questions du genre qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine, est-ce que vous avez des contacts ukrainiens, et nous on en avait, puisque ceux qui nous suivent depuis longtemps savent qu'on avait monté 7 Ukrainiens en autostop lorsqu'on était en Patagonie et qui nous suivent, et voilà, donc je les ai sur mes contacts Instagram. Je me suis dit, ce qu'il faut, c'est être honnête et dire la vérité. Si je me fais avoir, j'expliquerai. Ils n'ont pas été fouillés de ce côté-là, mais on a dû attendre 1 heure nos téléphones. On peut noter qu'il ne faut d'ailleurs pas dire la vérité, parce que nos pauvres amis suisses Voilà, ont dit la vérité concernant leur drone. Alors le drone n'est pas interdit en Russie. On leur a demandé, avez-vous un drone? Ils ont répondu naïvement oui, on leur a piqué leur drone. Alors ils ont essayé de s'énerver un peu, de dire mais montrez-nous les textes qui vous autorisent à prendre le Julien drone. a montré que c'était autorisé d'avoir un drone en Russie, et le douanier n'a rien voulu savoir. Il a été simplement menacé d'expulsion Et immédiate. donc ils ont attendu longtemps, parce qu'on a attendu très longtemps. Et au moment de partir, ils ont voulu aller récupérer leur drone juste pour l'écraser et pas le donner au douanier. Et ils n'ont pas pu, et le douanier a dit une parole de plus et vous retournez en Géorgie. Donc on a juste à s'écraser. Donc c'est de l'abus de pouvoir évident. C'est de l'abus de pouvoir évident, c'est très agaçant. D'autant plus que certains douaniers sont gentils et respectueux, et on sent que c'est, comme malheureusement dans les organisations qui sont mal faites, ce sont les plus hargneux et les plus méchants qui dominent. Ouais. Bon. Alors en sortant de cet interrogatoire, nous sommes allés à la petite cabane où on devait juste donner un petit papier. C'était pour l'importation du véhicule. Mais là c'est un sketch. Je crois qu'il était 2h30 du matin et on en est sorti à 8h30. C'est vraiment un sketch. C'est même pas racontable, vous pourriez pas imaginer. Il y a une dame derrière dans un Algeco. Dans une sorte d'Algeco, hein. Qui a une toute petite fenêtre qui est fermée et qui ouvre cette petite fenêtre à peu près 5 secondes de manière aléatoire. On ne sait pas si toutes les 5 minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures. C'est pas plus toutes les 20 minutes. Hein. Et elle ouvre et elle referme. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de demander quoi que ce soit. Enfin, et pendant ce temps-là, il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça dans cette situation, à se presser, à essayer de constituer une file d'attente par courtoisie entre les voyageurs. Donc on ne va pas se doubler de trop les uns les autres, quoique c'est parfois un peu limite. Et on attend plus ou moins notre tour. Donc on a attendu environ 5 à 6 heures debout principalement. J'ai fini par sortir un siège. Debout, c'est-à-dire que on n'a pas, on a accès à nos véhicules quand même, mais debout, avec des gens qui nous gueulent dessus. Nos véhicules sont stationnés à une trentaine de mètres. Donc nous, au bout d'un moment, j'ai dit à Manu, je vais faire un malaise. Je sais que je fais des malaises vagos quand je reste debout. On est allé chercher nos chaises et on s'est assis. Mais on avait peur de perdre notre place dans la file d'attente, parce qu'il n'y a pas non plus de file d'attente bien constituée. Ça reste un groupe de personnes qui cherchent toutes à accéder à la même petite fenêtre qui va s'ouvrir, on ne sait pas très bien quand. Et un petit décompte permet de voir qu'il y a un traitement qui dure presque 30 minutes par véhicule, et que quand on fait on se dit, on est combien? On est 6 véhicules en attente, 8 véhicules en attente, ça va durer donc encore 3 heures. Et on sait que si on ne reste pas dans la file d'attente, on va se faire dépasser par les nouveaux arrivants. Bref, c'est l'angoisse totale, et ça s'est traduit par une nuit blanche debout, en gros, à attendre notre tour, sans aucune explication. Et quand on essayait gentiment de demander à certains agents, qui étaient par ailleurs eux-mêmes un peu plus loin, complètement inactifs, on leur demandait, mais en gros, qu'est-ce qu'on doit faire? La seule réponse qu'on avait, c'est attendez votre tour. Vous le fermez, en gros. Il y avait cet Algeco de blocage, en fait, qui jouissait d'un pouvoir immense de nuisance sur tous. Alors on a voulu passer la nuit en se disant que c'était plus facile. C'était peut-être pas plus facile. On pense, mais on n'en sait rien, on ne le saura jamais. On est arrivé à un moment d'abord de fin de service de la fille qui ouvrait sa fenêtre de manière aléatoire et de manière très désagréable, et qui donc en avait marre et faisait aucun effort. Ensuite, elle a été remplacée, mais ça prend un certain temps, parce que ils étaient 3 ou 4 dedans à clairement boire du café et à pas s'occuper de nous. Et elle a été remplacée vers 6h du matin par un monsieur qui était beaucoup plus gentil, mais qui ne pouvait pas aller plus vite que la machine. Et donc on est sorti à 8h30, sans avoir dormi de la nuit, et en visant un spot, parce qu'on s'est dit il faut qu'on se pose pour avoir dormi. Alors
honnêtement, moi j'ai quand même dormi 3 heures à 5h30. Manu m'a dit ça sert à rien que tu restes là, va te coucher. Mais il est bravement resté avec nos amis. Et vous avez encore conduit, je crois, 1h30 parce qu'on ne pouvait pas trouver. Bah, d'abord, qu'en arrivant, il faut prendre l'assurance. Il faut s'occuper du téléphone pour certains. Ouais, il faut faire un petit peu de cash aussi. Retirer de l'argent. Et ensuite, trouver un endroit pour dormir. On a eu du mal. Et puis, bon, on s'est posé. Et là, on a dormi 2 heures, je crois. Pour pas être trop décalé. Et après, ça s'est passé finalement de mieux en mieux. Mais ce passage de frontière épouvantable nous a laissé vraiment un très très mauvais souvenir. Et ensuite, ce qui s'est produit, c'est que les choses se sont réglées progressivement. Après cette nuit blanche debout, on a fini par trouver du repos de manière de plus en plus régulière. Il n'y a pas eu de Après, c'est conséquences vrai qu'on plus que ça. il y a des contrôles policiers tous les, je sais pas, toutes les demi-heures. Hein. Ils nous demandent de nous arrêter ou pas, de montrer les papiers, mais de manière quand même gentille. Ah oui, c'est juste à la douane où c'était horrible. Là, c'était plutôt vous venez de France. Bon. C'est la douane avec 2 ou 3 agents pourris en fait qui bloquent tout le système et on ne sait même pas quelles sont leurs motivations. Bon, pour celui qui a volé le drone, parce qu'il s'agit d'un vol en fait, purement et simplement, on peut le dire face caméra. Il n'a pas le droit de prendre le drone, il prend le drone en fait et il menace en fait derrière quelqu'un qui est parfaitement dans son droit de l'expulser sans raison. Ouais. Donc c'est de et on n'a aucun moyen de se défendre. Je veux dire, il n'y a aucune autorité à laquelle on pourrait dire mais voilà ce qui nous est arrivé alors qu'on était dans notre droit. Donc il le sait. On a juste à la fermer et à lui dire bah tenez. Alors ensuite, la Russie, à part ça, c'était une très bonne expérience. Ça a commencé par la Tchétchénie. Et alors, a priori, on n'a pas forcément une très bonne image de la Tchétchénie comme ça, parce qu'on se souvient par exemple de l'attentat de Grozny, là, qui s'était terminé de manière sanglante, avec Poutine qui avait menacé d'aller chercher les terroristes jusque dans les chiottes, c'était selon ses propres termes. Et bien, alors, contraste total avec la réalité, des gens hyper souriants, c'est vrai, gentils comme tout. Des petits signes, mais pas intrusifs non plus, enfin, quasiment une situation idéale. Et alors à Grozny, on a assisté aussi à des scènes de ville, fait, qui étaient assez charmantes. On aurait voulu aller faire juste un petit tour et on n'a pas trouvé à se garer. Donc on est parti. Mais vraiment, c'était vraiment mignon. Alors les filles sont voilées, évidemment, mais de manière très, très cool. C'est-à-dire il y avait un moment, un square, elles étaient sur des balançoires, elles rigolaient. C'était joli, j'aurais bien aimé filmer ça. Mais voilà, c'est pas grave. On est passé très vite parce qu'on était, non seulement on avait cette limite de 72 heures, mais on était au début de nos 72 heures, on voulait vraiment pas perdre de temps. C'était pour nous important d'arriver et de nous rapprocher de la frontière suivante le plus rapidement possible pour avoir, je sais pas, une journée de sécurité. Donc finalement, on a tracé. On a traversé des paysages très champêtres. Oh oui, rappelle-toi, avec les champs de coquelicots. Alors voilà, on a commencé à avoir des champs de fleurs avec des champs de colza au début. Voilà, donc on avait plutôt des couleurs jaunes avec des ciels sombres. Ça faisait déjà un joli contraste. On était surpris, mais on était à la saison idéale à cet endroit-là. Et puis plus tard, on a commencé à voir le paysage se transformer un peu et on a vu du sable apparaître, des premières dunes. Pas des dunes immenses, mais enfin, le sable était de très belle qualité, enfin très, très homogène, très doux. Et par là-dessus, des champs de coquelicots. Mais perte de vue. On n'a jamais vu des champs de coquelicots aussi beaux, aussi flamboyants. C'était absolument magnifique. Et c'était complètement inattendu en plus pour nous. C'est pas ce qu'on aurait, imaginé à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est des pavots ou des coquelicots. Il faudrait que je vérifie avant. Bon, c'est tout de même la même famille. Oui, c'est la même famille, mais c'est pas les mêmes coquelicots que chez nous. C'est là, ils ont des barres noires. Oui, c'est vrai. Ils sont très très élégants quand on les regarde dans le détail. Et puis, donc, on a... on s'est arrêté plusieurs fois pour faire plein de plans. Ça nous a pris du temps. On a forcément aussi fait 1 ou 2 bivouacs en cours de route, puisque c'était le jeu. Avant d'arriver à... on a fait un premier bivouac sans Arnaud, donc dans les champs de coquelicots. Et on visait Astrakhan. Voilà, Astrakhan ou Astrakhan, c'était la ville qui est presque la ville frontière pour le Kazakhstan. Et c'est une assez grande ville. Et on voulait s'arrêter là parce que là, on n'avait plus trop de problèmes de timing. On était sûr de passer la frontière dans la foulée. On traverse la Volga!
et qu'il y a un très beau bâtiment qui est le Kremlin d'Astrakhan. Donc on s'est arrêté à cet endroit-là pour la nuit et il se trouve que Nous étions le 9 mai. Le 9 mai. Alors le 9 mai, ça vous dit rien, mais le 8 mai sans doute. C'était la fête des 80 ans de l'armistice. Et pourquoi donc est-ce qu'ils fêtent le 9 mai en Russie et on fête le 8 mai en France? Et bien tout simplement parce que l'armistice s'est signé à 11 h le soir et qu'on était déjà le 9 mai, 1 h du matin à Moscou. Et donc ils ont gardé cette différence de... Et sur le Remblai, près de la Volga, nous avons vu des centaines de Russes se promener en famille dans une quiétude impressionnante. Pas un papier qui traîne par terre. Tout le monde le sourire aux lèvres, les gens contents de nous voir. Et il y avait une scène ouverte avec des gens qui chantaient, donc c'était très sympa. Oui, c'était très bien organisé. Et on n'a pas l'impression que ce soit un totalitarisme, hostile, qui force la population. Il y a sans doute un soft power qui est à l'œuvre. Bon, le patriotisme russe, c'est un patriotisme qui est plus assumé que le patriotisme français, qui lui trouve à s'exprimer en gros qu'à l'occasion maintenant des matchs de football, quoi. Ici, on avait quelque chose de viril, Ah oui. des valeurs de force et de puissance qui étaient exaltées, mais au niveau de l'ambiance populaire, c'était vraiment très bon enfant. C'est sûr et certain, on l'a vu de nos yeux, on l'a vu de manière répétée. On avait pu être préparé à cet élan de patriotisme par le fait que dès l'entrée sur le territoire russe, on avait vu des centaines d'affiches vantant les morts à la guerre. Et moi j'avais mis un certain temps à comprendre en fait le lien. Je me suis dit mais c'est étonnant puisque on voyait les affiches. Jusqu'aux affiches de Staline en fait. Ça m'a beaucoup surpris que Staline soit encore considéré comme une icône montrable. Toute proportion gardée, c'est comme si on pouvait s'autoriser à montrer des portraits de Hitler en Allemagne. Parce que Staline, en termes de bilan, c'est quand même pas formidable, quoi. Bon, mais là, alors il n'était pas exalté en tant que chef suprême, mais il était tout de même, enfin on l'a vu figurer au moins sur une affiche, donc c'était assez surprenant à mes yeux. Et puis, donc cette fête c'est quand même surprenant, je trouve, de voir des petits-enfants en tenue militaire. Oui. Moi, j'en ai vu un dans un bus qui était entièrement militaire, avec le chapeau, enfin la calotte, c'est comme ça qu'on appelle, oui. et un faux fusil mitrailleur. Ça fait froid dans le dos, même la petite qu'on a vue. C'est vrai, c'est vrai. C'est surprenant, je sais pas, voilà, il y a quand même une éducation qui, dès l'école, passe par la glorification de la puissance russe. Ouais. Mais il faut voir que là, on est en Russie, on est vraiment à la limite de la Russie. C'est une zone qui correspond aussi beaucoup à une zone de recrutement pour l'armée russe. On sait qu'il y a beaucoup de soldats qui viennent du Daghestan, qui viennent de Tchétchénie, qui viennent de ces républiques qui sont d'anciennes républiques soviétiques, qui sont restées dans les girons russes, alors que d'autres qui étaient un peu plus au sud, on peut penser au Kazakhstan vers lequel on se dirige, sont maintenant indépendantes. Mais ce sont des zones de recrutement et donc je pense qu'il est important pour les Russes de continuer de cultiver l'image de la Sainte Russie, de la mère patrie en quelque sorte, pour conserver un potentiel de recrutement à cet endroit-là. Le lendemain, on avait au programme la visite du Kremlin, puisqu'il nous restait toute la journée encore pour passer la frontière. Donc on s'est accordé quelques heures de balade dans ce magnifique Kremlin d'Astrakhan, occasion de faire des très belles photos d'extérieur et aussi de s'extasier devant la très belle décoration intérieure, très impressionnante. Oh ouais, vraiment. Ce sont des édifices religieux. On est repassé là en territoire qui est en territoire orthodoxe, chrétien orthodoxe. Et donc ce sont des édifices religieux qui sont très vivants dans presque tous les édifices
devant lesquels on est passé se célébraient, se tenaient en tout cas des chants qui évoquent d'ailleurs par leurs intonations presque les chants un peu grégoriens, avec des voix graves, avec des finales tombantes. Enfin, c'était assez chargé spirituellement et les icônes sont magnifiques. Enfin, moi j'aime beaucoup ce style orthodoxe, chargé certes, et on a été habitué au style baroque catholique en Amérique latine. Là c'est différent, c'est chargé aussi. Il y a beaucoup de dorures. Euh, c'est en tout cas assez inspirant. Et donc on était très contents de cette balade. C'est par contre à peu près tout ce qu'on a fait hein, Ah bah oui. à Astrakhan. On voulait quand même pas non plus risquer de se mettre trop en retard. Non. Ah, et puis aussi dans les jardins du Kremlin, en nous promenant, nous avons assisté à une scène assez charmante d'une petite chorale de jeunes filles qui répétaient apparemment une pièce de théâtre ou une fête d'école et dont les chants assez entêtants nous ont accompagnés pendant une partie de la visite. Donc on s'est rapidement dirigé vers la frontière. Pour ce faire, on a dû passer un pont flottant. On s'était un peu trop vite débarrassé de nos derniers roubles. Et quand on est arrivé, on a vu une guérite. Oh, péage mais il fallait trouver quelques roubles. Alors on a fait la quête. Donc on a été obligé de demander à des gens dans la file d'attente. On a simplement visé les voitures qui nous semblaient les plus luxueuses en se disant que sans doute ces gens-là auraient besoin de dollars ou d'euros. Et ça n'a pas manqué. On a aussi proposé des cigarettes. En fait, on trouvait les moyens de faire quelques euros pour payer le péage et ça s'est bien passé. Ensuite, on est passé sur ce pont flottant. On est passé sur ce pont. Bah, c'est quand même marrant. Hein. C'est un tout petit pont. Et ça branle pas mal une fois qu'on est dessus. Ce sont des caissons métalliques en fait flottants qui sont joints les uns aux autres. Et puis ensuite on arrive à la frontière. Alors là on a été tellement long sur la frontière précédente qu'on n'a plus aucune image de cette frontière. Non, je n'ai même pas pensé. À titre personnel, on a eu plutôt de la chance parce qu'ils ont oublié de nous interroger. Alors même que dans la plupart des cas, on doit non seulement à nouveau se soumettre à un interrogatoire, mais plus ou moins être filmé en train de dire du bien, ou en tout cas ne pas dire du mal de la guerre, un peu à la manière dont en fait, les c'est otages... un interrogatoire où il y a quelqu'un donc avec un traducteur et on écrit nos réponses. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la guerre? Moi, je suis neutre. Et puis 4, 5, 6 fois. Alors on a le droit d'être, de ce qu'on a compris, on a le droit d'être neutre ou pro-russe, on ne sait pas ce qui se passe si on est pro-ukrainien. Et si on dit tout de suite, moi je suis pour la Russie, alors là l'entretien va très vite. Va très vite. Si on dit qu'on est neutre, ça prend un peu plus de temps. C'est moyen. En tout cas, dans tous les cas. Et si on dit qu'on est pro-Ukraine, on n'a pas le cas parce que personne. Non. Une fois qu'on a répondu à ce questionnaire, on est filmé. Et on doit déclarer encore une fois que vive la Russie. Et ça fait tristement penser aux prises d'otages en fait, où le mécanisme est en main. Donc, je ne vois pas du tout l'intérêt parce que personne ne va effectivement s'aventurer à dire que. Il est évident que c'est semi-contraint, donc quelle valeur ça peut avoir. Donc nous, ils nous ont oubliés, on est passé, mais on a attendu nos copains. Parce qu'il ne faut pas comment dire, mésestimer leur mauvaise organisation, c'est-à-dire qu'ils peuvent se tromper en plus. Donc ils nous ont confondus, en fait, ils ont cru qu'on avait passé l'interview, c'était pas le cas. C'est-à-dire que non seulement leur système est relativement critiquable au fond, mais en plus, il est mal organisé en interne. C'est pas plus ou moins critiquable. Hein. On connaît un voyageur qui est passé donc à la frontière précédente comme nous, ils ont perdu son permis de conduire. Ah oui. Il est reparti sans permis de conduire. Enfin, je ne sais même pas comment il fait, vu qu'on a des contrôles quand même réguliers. Ils ont perdu son permis de conduire. Donc, et on ne peut rien dire, encore une fois. C'est nul.
Donc, hein, c'est nul. Ouais, c'est nul. C'est nul. C'est nul, c'est... C'est nul. Quand on pense aux enjeux qu'il y a en termes de prestige, d'image d'un pays, vis-à-vis d'une clientèle qui est quand même une clientèle potentiellement influenceuse, puisque les gens qui voyagent ce sont potentiellement aussi des ambassadeurs du pays. Quand on pense aux enjeux réels sur le contrôle des frontières, avec les trafics d'armes, avec le trafic d'êtres humains, voir une incompétence pareille, et comment dire, le triomphe de l'amateurisme, de l'à-peu-préisme Qu'il faille et de l'hostilité, vider nos véhicules, je c'est le parfaitement comprends. légitime On qu'il n'a le pas fasse. le droit d'emmener Mais n'importe en ce quoi. cas, qu'il le fasse de manière efficace, en fait. Mais voilà, pas de cette façon, pas en volant des choses, pas... Bon, enfin, on ne fait C'est que... nul. Voilà, c'était notre bilan de la frontière russe. Nos copains, la plupart d'entre eux vont repasser cette frontière. Je ne la repasserai jamais, sauf si je suis Cas de force obligée, majeure. puisque Non, vous le c'est savez, l'Inde est enfermée, on ne sait pas trop comment on va revenir. Mais si je dois la passer, je sais pas, je prendrai un Mais décontractant. c'est un sérieux obstacle, là, franchement. Et, S'il faut se retenir, hein. on pense vraiment, du peu qu'on en a vu, que l'intérieur de la Russie vaut vraiment mieux que ça, quoi. Mais oui, tout le monde nous dit qu'ils sont adorables. Et le peu de gens qu'on a rencontrés, ils sont vraiment adorables. Mais les douaniers russes, C'est la catastrophe. ouais. Alors voilà, Moscou, si vous nous écoutez, essayez dans votre propre intérêt de réformer la gestion de vos frontières. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et ceci dit, on était quand même content d'être arrivés, puisque à la fin, on était tous hyper soulagés, malgré la difficulté. Donc on s'est retrouvés au milieu de la steppe kazakh, quelque part. On s'est aventuré de quelques kilomètres dans cet espace Et on a plan traqué la victoire de la frontière russe avec notre cidre. avec notre cidre normand qu'on travaillait depuis notre départ. Cidre de Wainville, qui est arrivé jusque-là. Ouais. À notre arrivée au Kazakhstan. À nous. Ouais. On était très contents. Et on était très contents, mais en plus, on ne savait pas ce qui nous attendait pour la suite. Ben non, on s'était tellement focalisé sur le passage de la frontière russe qu'on n'avait pas tellement anticipé la suite, c'est-à-dire le Kazakhstan. Et ben vous allez le découvrir avec nous. La semaine Et prochaine. franchement, ça vaut le coup. Allez, au prochain Petit commentaire, petit pouce. On vous embrasse. Salut. Salut.